Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le frondeur Jérôme Guedj, président du Conseil général de l'Essonne et membre du bureau national du PS. Messieurs, c'est à vous. À J-6 des départementales, l'Essonne devient un champ de bataille. Le même soir, ce lundi, Nicolas Sarkozy va soutenir l'UMP. Emmanuel Valls vient en renfort pour vous qui êtes en difficulté. Jérôme Guedj, bonjour. Bonjour. Alors c'est Manuel, au secours. Non, c'est Manuel l'Essonnien qui a décidé de faire une tournée pour les départementales. Il aurait été étonnant qu'il ne vienne pas dans son département. Mais en avril 2014, vous étiez député, vous n'avez pas voté la confiance, vous étiez abstenu. Au moment de la loi Macron, vous y étiez hostile. Vous avez contraint le Premier ministre à l'usage du 49.3. Un frondeur ne manque pas de culot. Et quand il est en difficulté, le frondeur se transforme en quémandeur. Non, ça veut dire qu'on sait hiérarchiser les priorités. Sauf qu'il peut. Non, c'est pas sauf qu'il peut. Vous savez, on va pas taire les désaccords qui existent et les débats qui existent à l'intérieur de la majorité. C'est même plutôt une chance. Moi, je l'ai toujours dit. Sauf que au moment où il y a urgence à conserver le maximum de départements à gauche, on est capable de produire les éléments du rassemblement sans taire rien des divergences qui devront de toute façon être mises sur la table au lendemain de l'élection. Mais le rassemblement de la gauche, c'est le seul rempart face à l'extrême droite et face à la droite, à une droite qui en Essonne est un peu, comment dire, affairiste et old school, quoi. Quand vous dites le rassemblement de la gauche, il n'y a plus les communistes qui vont peut-être disparaître du département, il n'y a pas les Verts, etc. Mais en Essonne, les Verts font ticket commun avec les socialistes. Emmanuel Cos vient aussi et ce soir Emmanuel avec Cos. Manuel. Donc vous voyez bien qu'il y a des personnalités, des personnages qui ont des points de désaccord. Je ne suis pas écologiste, elle n'est pas socialiste. Mais est-ce que vous n'êtes pas avec vos enfantillages des artisans de la montée du Front National ? Mais où voyez-vous des enfantillages ? Il y a d'abord des élections départementales. Le premier des enfantillages consiste, je le dis, même si tous les commentateurs se focalisent là-dessus, à voir dans ces élections départementales les scores nationaux. Bien sûr qu'au soir du premier tour, on va regarder est-ce que c'est le FN ou l'UMP qui est en tête et quel sera le score du Parti Socialiste. Mais n'oublions pas que ces élections sont d'abord et avant tout des élections pour choisir des conseillers départementaux. Est-ce que vous voulez un conseiller général qui a nationalisé ces élections ? Qui les a nationalisés. Écoutez, je vais vous dire, si vous parlez de Manuel Valls, il les a politisés. C'est-à-dire qu'il a, et moi je lui suis reconnaissant, j'ai parfois des désaccords avec lui, mais sur ce point-là, il a raison. Il faut réveiller les consciences, notamment d'une partie des électeurs de gauche, qui ont peut-être la tentation de s'abstenir et qui, le 23 mars, peuvent se réveiller avec l'absence de choix au deuxième tour. Donc moi je leur dis, vous ne voulez pas revivre des 21 avril 2002 partout dans le pays, venez voter pour le candidat de gauche qui a le plus de chances d'être présent au deuxième tour. L'argument est un peu vieux, hein. Il est usé. Mais il y a 15 jours, Manuel Valls réclamait le soutien de ce qu'on appelle les frondeurs, vous en faisiez partie, à la loi Macron. Il l'a pas eu. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire ou de l'époque, vous le demandez à vos côtés, il sera là. On ne voit pas où est la cohérence. Mais en tout cas, lui, il n'est pas rancunier. Mais tout simplement parce qu'il respecte. Je crois que le président de la République, quand il a reçu les parlementaires dits frondeurs la semaine dernière, il leur a dit qu'il ne doutait pas de la sincérité de leurs convictions. Ces débats, il existe à l'intérieur de la gauche. Voyez-vous, on est capable de, encore une fois, hiérarchiser les priorités. C'est pas parce qu'il y a des conseils généraux. Le lendemain de l'élection, vous allez recommencer à vous disputer. Ou alors vous allez rejoindre les réformateurs dont on apprenait aujourd'hui que Jean-Marie Le Guen avait créé un groupe. Non, il est peu probable que ce que vous décrivez se produise, mais par contre qu'à l'intérieur de la gauche, dans la période qui s'ouvre, on essaye de trouver les conditions de ce rassemblement. Antonin André, tout à l'heure, pointait à juste titre que le total de la gauche est aussi important, même plus important que le total du Front National. Et ce qui risque de produire l'échec, c'est la dispersion de la gauche. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette dispersion de la gauche. À qui la faute ? Et donc, il faut produire les conditions du rassemblement à gauche. Il faut poser les petits cailloux de ce rassemblement, de ceux qui ont fait la victoire de François Hollande le 6 mai 2012 et qui permettront de faire la victoire de François Hollande en 2017, à condition qu'il y ait un rassemblement de la gauche. Et ça ne va pas s'improviser dans les 3 mois qui précèdent l'élection présidentielle. Ça se pose dès à présent. Jérôme Guedj, la politique, c'est souvent du donnant-donnant. Vous prenez à l'exécutif, mais vous donnez rien ce matin, monsieur Elkabbach. Vous donnez rien, c'est du prenant. Mais non, regardez, un peu comme un enfant gâté. Vous savez, non. Je suis président d'un conseil général dans lequel il y a toutes les sensibilités. Pendant quelques jours encore. De la gauche. Je l'espère plus longtemps. Vous savez, en face de moi, j'ai Georges Tron, qui est le candidat qui ce soir va être soutenu par Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que si vous perdez, c'est donc lui qui peut être le président vainqueur de l'Essonne. Oui, c'est pour ça que moi je le dis parce que les gens ne savent pas qu'il y a un troisième tour et je trouve
permettez-moi de le dire, qu'il y a un petit problème éthique et moral de voir un ancien président de la République qui ce soir sur l'estrade à Palaiseau va s'afficher avec Georges Tron, renvoyé aux assises pour viol. C'est une affaire personnelle, c'est une affaire qui le concerne. Mais voyez-vous, moi, si j'étais renvoyé aux assises pour pédophilie, eh bien je ne serais pas devant vous ce matin. Mon parti ne m'aurait pas investi et vous ne m'auriez pas invité. Donc je dis qu'il y a un petit problème éthique et moral. Vous croyez que c'est le bon argument? C'est pas bas comme attaque, puisqu'il est candidat. C'est la réalité. Et que les électeurs vont lui donner peut-être une majorité. Dans son canton, ils le savent. Dans les autres cantons de l'Essonne, les gens ne savent pas qu'en votant pour l'UMP et l'UDI, au 3e tour, ce serait Georges Tron qui serait le président du conseil départemental. Je livre une information pour que les électeurs soient éclairés, et je le dis dans un département qui a fait de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences faites aux femmes et plus largement de la promotion de l'égalité, un de ces fils rouges. Je pense qu'on aura une difficulté. Vous avez cité Antonin André tout à l'heure, il a analysé les derniers sondages IFOP Europe 1 qui donne 30% au FN, l'UMP 29 qui est en progression et le PS 19. Là, ça peut se terminer par ou un coup d'à coup de PS, pas PS, vos contraires, non, mais Front National et UMP, et peut-être l'UMP peut passer devant. Mais qu'est-ce que ça vous fera, vous, Jérôme Guedj, de voir le Parti socialiste qui pourrait être le 29 mars le 3e parti de France? Je suis sûr que, comme pour vous, ça me ferait très mal au cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle non pas de manière pavlovienne. Je l'ai dit. Non, j'en appelle d'abord aux électeurs de gauche tentés par l'abstention. Il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Mais il faut qu'ils soient conscients de cette réalité. Mais il peut y avoir élimination de la gauche dès le soir du premier tour. Donc venez voter. Ne vous trompez pas de colère. Voilà le message. Ne vous trompez pas de colère. Ne vous trompez pas d'élection. Ne vous trompez pas de cible. C'est pas parce que des conseils généraux passeraient à droite. Pourquoi ils vont vous élire alors que vous avez été vous aussi comme d'autres des artisans de l'affaiblissement du président de la République, du Premier ministre? Parce que c'est votre grille de lecture un peu simpliste, permettez-moi de le dire, qui consiste à dire que le débat à gauche est celui qui conduit à de l'affaiblissement. Moi, je crois au contraire, c'est celui qui permet de poser les jalons du rassemblement. Vous êtes dans une tradition caporaliste, monsieur El-Kabbach, et vous pensez que les uns et les autres doivent être le doigt sur la couture du pantalon. Moi, j'ai une loyauté au président de la République, je le lui ai dit, et je continuerai à lui dire, mais pour ça, il faut qu'il revienne à un certain des fondamentaux qui ont fait sa victoire. Il devient guedjien au lieu de vous hollandais. Non, on produit du compromis à gauche. On produit du compromis et du rassemblement. Pas du tout. Mais il ne faut pas manifester de cette façon et pratiquer par l'invective ou l'injure. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une menace ou un péril bleu marine? Mais bien évidemment, avec ce paradoxe terrible, c'est que peut-être le Front National va être en tête au soir du 22 mars, mais il aura très peu d'élus dans le pays. Donc c'est un vote perdu d'avance, c'est un vote sans signification concrète dans les départements, parce que de tout ça, on n'en parle jamais. Des conseils généraux, de ce qu'ils font pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Mais là, on l'a dit. D'accord, mais parce qu'on n'arrête pas de le dire sur... C'est important, des conseils généraux utiles. Vous devriez garder votre sang-froid. Vous êtes sur un état d'excitation terrible. Mais c'est parce que je viens vous voir et que c'est stimulant, monsieur El-Kabbach. Merci. Une dernière question. La France est un pays de merde. Zlatan Ibrahimovic, est-ce qu'il ne va pas avoir raison si la France ou quelqu'un ne le sanctionne pas, celui qui l'insulte? Non, mais c'est inacceptable. Voilà, moi je supporte pas. Et puis c'est l'espèce de caprice de star du football. Alors il paraît qu'il faut se prosterner devant les stars du football, mais là c'est inacceptable qu'on en soit à mettre dans le débat de manière centrale les propos de Zlatan Ibrahimovic qui joue au foot et qui la ferme. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce pays de merde? Qu'il en tire les conséquences d'une certaine manière, qu'il joue au foot et qu'il la ferme, ou au moins qu'il soit respectueux de ce pays, des supporters de foot qui sont aussi insultés par son propos. Vous pensez que la colère a rapetissé un ex-grand sportif? Oui, mais je pense que c'est surtout ils ont un melon comme ça, donc il faut revenir à des choses plus raisonnables, qui jouent au foot et qui nous épargnent leurs commentaires sur ce grand et beau pays que nous aimons. Merci beaucoup Jérôme Guedj d'être revenu ce matin en direct sur Europe 1. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain à 8h20 pour l'interview politique.